Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler du danger que représentent les clés USB trouvées avec Didier Barzin, avec qui nous avions réalisé un épisode sur Mercator. Bonjour Didier. Bonjour Johan. Et Cédric Moni. Bonjour Cédric. Bonjour Johan, bonjour à tous. Pour discuter avec eux, les contributeurs Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Et Vladimir Collat. Bonjour. Alors Didier, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Donc, je suis Didier Barzin, je suis RSSI dans un établissement hospitalier au Luxembourg et je suis l'auteur d'un logiciel open source qui s'appelle Mercator, qui fait la cartographie des systèmes d'information. Cédric ? Donc moi je suis Cédric Moni, je suis en charge de la cybersécurité pour un opérateur telco IT Service Provider au Luxembourg et je suis le président du CLUSIL, le club de la sécurité de l'information, depuis 2021. Alors, tous les deux, vous avez initié un projet qui consiste à mesurer l'impact des clés USB que l'on perd volontairement. J'ai trouvé l'idée intéressante. Donc moi, je suis le président du CLUSIL, et le CLUSIL est une plateforme d'échange un peu à l'image de ce que fait le CLUSIF en France. Et au CLUSIL, justement, étant une plateforme d'échange, le but, c'est de pouvoir faciliter les différents projets et aider la communauté en rassemblant les différents acteurs et en soutenant des projets et des initiatives. Et Didier est venu me voir il y a 2 ans avec... Le temps passe vite, le temps passe super vite. Et il est venu me voir avec cette idée-là en se disant justement, on parle des clés USB depuis longtemps. Dans les analyses de risque, quand je fais ça, ça fait plus de 20 ans, je fais de la cybersécurité. On en parlait des modems à une époque, on a parlé des clés USB. Et l'idée était de se dire, est-ce que c'est toujours un vecteur de menace aujourd'hui ? Et pour faire ça, Didier, je te laisserai expliquer tout le protocole et toutes les idées. C'était de se dire, il faudra avoir une plateforme qui puisse accompagner et aider à mettre en œuvre ce projet-là. Et justement, c'est aussi une des vocations du CLUSIL, de soutenir ces projets. J'ai donné ma contribution sur le projet et de faciliter la mise en œuvre. Et donc Didier, comment ça s'est passé ? L'idée du projet, c'était de se demander est-ce que des clés USB, c'est toujours un vecteur de menace aujourd'hui. Et donc l'idée, c'était de perdre des clés USB, mais c'est des clés USB tout à fait inoffensives, il n'y a pas de vrai malware dessus. Simplement, sur la route de la clé, il y a un fichier qui s'appelle disclaimer, et quand on ouvre le fichier disclaimer, ça va ouvrir une URL sur un site qu'on avait spécialement alloué pour ce projet. Alors, il y a pour chacune des clés un ID spécifique, ce qui fait qu'on a pu tracer où est-ce qu'on a perdu la clé, où est-ce qu'elle a été ouverte et après combien de temps. Il fallait ouvrir le fichier ou il suffisait simplement de plugger la clé sur le PC ? Pour éviter de se faire détecter par des outils antivirus, c'est très suspect un autoload sur une clé USB, et donc on l'avait pas mis, l'autoload sur la clé. On s'est dit, le fait qu'il y ait un disclaimer sur la clé, et toute une série de fichiers curieux, bizarres, comme des mèmes. On avait mis une série de PowerPoint karaoké dessus. C'est une clé qui était complètement indépendante du système d'exploitation, qui pouvait marcher sous Windows, sous Linux, sous macOS de la même manière. Exactement. Et vous avez tracé comme ça tous ceux qui ont mis des clés dans un ordinateur, quel qu'il soit. Oui. Et vous avez eu des clés dans autre chose que des ordinateurs ? Une tablette. Mais c'est un ordinateur, mais on a une tablette. Oui. Et le fichier disclaimer, c'était un fichier de quelle nature ? C'est un fichier HTML, un disclaimer tout à fait standard. Si on allait voir dans la source du disclaimer, il y avait un texte, et puis un peu plus bas, il y avait effectivement ce lien vers notre site avec l'ID. Et puis si on descend encore vraiment plus bas, mais alors plusieurs centaines de lignes plus bas, il y avait un petit commentaire dans le fichier XML disant que cette clé USB faisait partie d'une expérience menée par le CLUSIL, et que si on avait vu ce fichier, on pouvait nous prévenir et nous envoyer un mail. Ça nécessitait quand même une interaction entre guillemets utilisateur, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment que les gens soient volontaires pour ouvrir le bon fichier, étant connectés à Internet, potentiellement sans proxy un peu trop filtrant. C'est pour ça qu'après, quand on parlera justement des résultats, il faut le garder en tête. On peut s'attendre à des proportions peut-être énormes de clics ou d'utilisation, mais ce qu'on aura, c'est vraiment des gens qui ont été motivés et qui ont browsé le contenu de la clé. Motivés, c'est comme ça que tu les appelles ? Ok.
Quand on voit en réponse sur incident, parce que voilà, je dis, je suis en charge du Clusil, mais je suis aussi la cybersécurité. Quand on voit aussi les utilisateurs, qu'on a l'impression qu'ils font tout ce qu'il faut pour pouvoir accéder au contenu des pièces jointes. La curiosité est un des vecteurs de social engineering qui fonctionne à la perfection. Tu aurais dû mettre un fichier qui s'appelait wallet bitcoin.txt ou un truc comme ça. Non, mais déjà, vous avez mis les clés où? On a éparpillé les clés sur tout le territoire luxembourgeois en essayant de disséminer les clés par taille de la population. Plutôt à la gare, plutôt à côté de là où il y a des gens qui font de la cyber. On s'était fixé un certain nombre de règles, on voulait toucher un peu tous les endroits pour voir s'il y avait des endroits qui marchaient mieux que d'autres. Et on avait par règle aussi de ne pas laisser perdre plus d'une clé par endroit par jour, de manière à ne pas se faire non plus détecter. Et donc, perdre 300 clés USB en suivant ces règles, c'est-à-dire que chaque fois qu'on perd la clé, on doit noter la date, l'heure, le lieu, et pas laisser plusieurs clés au même endroit, ça représente quand même une sorte de travail assez importante. Le premier résultat qu'on a eu, c'est un étudiant qui a trouvé la clé, qui nous a envoyé un mail en disant qu'il trouvait que cette initiative était fantastique et que c'est exactement ce qu'il fallait faire pour sensibiliser les gens à la cybersécurité. Un deuxième contact qu'on a eu, c'est un SOC qui nous a contacté, qui a trouvé la clé. Oui, le Luxembourg, c'est un petit monde, donc en fait, c'est des gens d'un SOC qu'on connaissait. Et donc, la première chose que le SOC analyste fait, c'est il ouvre la clé, mais en fait, il la démonte. Quand je dis qu'il ouvre la clé, c'est qu'il ne la met pas dans son ordinateur. Il regarde ce qu'il y a dessus, c'est quoi comme circuit, et il voit que c'est une RAM, et c'est OK. Il y a des clés qui ont été lâchées on parlait autour de la gare, dans les bus, sur les arrêts de bus, dans le tram, dans les restaurants, dans la rue. C'était des clés de quelle taille? Parce que je me demande si on peut les retrouver sur Le Bon Coin ou sur eBay au final. On avait mis des clés, alors ça a été un choix entre économique et prix, donc finalement on avait pris des clés de 4 gigas. Les gens qui les trouvent, elles peuvent encore servir à quelque chose d'autre. On aurait pu prendre des clés de 128 mégas et les jeter directement après, et on s'est dit on va prendre quand même une taille raisonnable, et ça coûtait 10 centimes la clé en plus, donc c'était OK. Alors on a aussi déclenché une crise dans une organisation. On n'a pas été suffisamment discret ce jour-là et on a perdu 10 clés sur un même site. Mais bon, ce site était très grand, mais il y a 4 clés qui se sont retrouvées sur le bureau du CIO. Et il a paniqué et il a envoyé un mail à toute l'organisation en disant qu'ils étaient attaqués. C'était genre un établissement financier ou? Pas financier. Non, une université si c'est un grand site. Ce qui est intéressant, c'est la réaction. Ça a déclenché une gestion de crise. Ils ont eu des bons réflexes sur différentes choses. Et ils ont investigué, et ils ont trouvé le disclaimer, ils ont su qui il fallait contacter pour pouvoir faire la levée de doute. Ah, mais ça veut dire que les gens étaient quand même super bien sensibilisés. Parce que finalement, les clés sont arrivées quelque part à la cybersécurité. Mais c'est un excellent test, justement, de voir comment ça s'est passé, comment les gens réagissent. Parce qu'il y a la question à se poser aussi, nous on sait combien de clés ont été lâchées à quel endroit. La question à te poser, c'est là on en a récupéré plusieurs, mais combien il y en avait en tout? Et alors, dans leur cas à eux, il y avait 4 clés qui ont été retrouvées. Vous en avez mis combien? Il y en avait une dizaine ce matin-là. Mais comme c'est un grand site, il n'y a pas que des gens de cette organisation qui sont sur site. Il y a plusieurs organisations, il y a des commerces, il y a des étudiants qui passent. Donc, on pense que comme c'était une période de vacances scolaires, qu'il y avait moins d'étudiants et que ce sont des chercheurs, des assistants qui ont trouvé les clés et qui l'ont déposé à l'informatique. Donc vous avez perdu ces clés, il y a des gens qui vous les ont ramenées. Moi, étant quelqu'un de très très joueur, je vous aurais peut-être mis un petit cadeau sur la clé. Donc est-ce que les clés, après coup, vous les avez vous-même insérées dans des ordinateurs? Est-ce que vous avez regardé ce qu'il y avait dedans? On a refusé de récupérer la moindre clé. Ok. L'arroseur arrosé, on n'avait pas envie. Après, il y a plein de clés qui ont été perdues, complètement perdues, on pense. Mais sinon, il y a aussi une question de délai. On se dit, les gens vont être curieux, ils vont la regarder très très vite. Et en fait, dans ce qu'on a vu comme statistique, il y en a qui ont mis les clés, qui les ont parcourues dans les 30 minutes après le dépôt. Donc la clé a été trouvée et tout de suite a été utilisée. Il y en a qui ont mis 133 jours pour lire le contenu de la clé. Et ça, c'est un mystère pour moi. Oui, on se dit qu'en fait, c'est pas. Les gens regardent sur la clé pas pour des motivations d'altruisme, pour retrouver qui est le propriétaire, mais par pure curiosité. On la met dans sa poche,
on l'oublie, et puis on va regarder après, parfois des jours après. Non, mais on peut aussi la donner à quelqu'un. Enfin, je sais pas, tout d'un coup, on a un problème, on n'arrive pas à envoyer un fichier, on veut le transférer avec une clé USB, il n'y a pas quelqu'un qui a une clé USB. Ah bah tiens, si, tiens, j'ai une clé USB dans la poche. Et crac, ce jour-là, on utilise la clé. Non mais, moi, je l'ai vu souvent, ça. Hein. Oui, ou peut-être que la personne qui a trouvé la clé USB l'a reperdue après. Ça, on saura jamais. Donc voilà, ça a navigué. Là, il y a 8 clés qui ont été accédées le jour même du placement, et la médiane, c'est 3 jours. Et il n'y a pas des clés qui ont été utilisées ailleurs qu'au Luxembourg? Oui, donc on a des clés qui ont été perdues au Luxembourg et qui ont été connectées aux États-Unis. Par contre, on a l'explication, parce qu'on a du coup l'IP de sortie, et c'est une société qui est au Luxembourg qui surfe avec un VPN, et ses utilisateurs surfent depuis les États-Unis. Et c'est pas la clé qui a fait le tour du monde. C'est pas la clé qui est aux États-Unis, c'est l'utilisateur quand il va sur Internet, il a un VPN de la société et il se retrouve aux États-Unis quand il surfe. Mais on a des clés, donc dans les pays limitrophes, on a des pieds donc en Allemagne, en France, au Luxembourg et en Belgique. Mais bon, majoritairement quand même au Luxembourg pour la partie des clés. Donc on a un taux de hit qui est de 18%. Donc sur les 240 clés qui ont finalement été perdues, on a 36 qui ont généré un hit. Le fameux chiffre, il est là, un peu moins de 20% d'utilisateurs curieux qui ont mis la clé et qui ont surfé et qui ont browsé le contenu de la clé pour accéder aux différents fichiers. Et donc, on a comparé ça avec d'autres études qui ont été menées il y a 10 ans, par CompTIA par exemple, et donc le chiffre, le taux de résultat est identique par rapport à il y a 10 ans. C'est-à-dire que cette sensibilité, cette vulnérabilité est la même qu'il y a 10 ans. Oui, donc ça veut dire que y a la sécurité, enfin, rien ne change, quoi. Même aujourd'hui, la clé USB comme vecteur d'attaque, c'est une bonne idée. L'humain ne change pas. Alors c'est faux, puisque le nombre de gens qui insèrent des disquettes qu'ils ont trouvées par terre a considérablement diminué ces dernières années. Et tu parles à quelqu'un qui a construit des stations pour scanner des disquettes à l'entrée de sites sensibles avec Thunderbyte antivirus, etc. quoi, donc. Mais si quelqu'un a mis la clé USB dans une station de décontamination, vous ne le savez pas? A priori, non, on ne le sait pas à ce moment-là. Sauf si l'outil de décontamination va examiner toutes les URL qui sont sur tous les fichiers, alors peut-être, mais autrement non. Mais après, ça visait aussi tout le monde. Ça visait le citoyen, ça visait le corporate. C'est une étude globale, donc après, on n'arrive pas à un moyen de savoir est-ce que les entreprises étaient plus, comment les entreprises ont réagi, est-ce que les gens l'ont fait sur le PC familial, ça on sait pas du tout. Mais le facteur humain reste toujours un bon mécanisme d'attaque. Du coup, qu'est-ce que vous préconisez? Parce que si rien n'a changé en 20 ans, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire, non? À part mouler les ports USB avec de la résine. Il faut continuer à sensibiliser l'utilisateur. Le problème, c'est que les clés USB, souvent, ont une raison d'exister qui est purement métier. On ne peut pas connecter un switch au réseau si on ne l'a pas configuré avant, et cette configuration, la majeure partie du temps, c'est fait avec une clé USB. Mais ça se passe également avec plein d'autres équipements qui sont mis à jour avec des clés USB. J'ai eu un incident dans un hôpital où un automate de laboratoire a été contaminé avec une clé USB, et le fournisseur qui est venu pour mettre à jour cette clé USB dans notre automate venait dans notre hôpital. On a eu de la chance parce que ce malware qui se trouve sur cette clé USB, c'était un vieux malware qui tournait sur une vieille version de Windows avec lequel fonctionnait cet automate, et il se connecte et il essaye de télécharger son niveau 2 et ça marche pas parce que ça fait longtemps qu'il n'existe plus. De manière générale, les automates, c'est absolument dramatique parce que oui, toute la maintenance est faite au travers de clés USB, donc tu es obligé de laisser les ports ouverts. Ce qui est rigolo, c'est de regarder tout ce qui se connecte à l'automate. Et là, tu vois tous les automaticiens qui ont rechargé leur téléphone sur le port USB de l'automate. Et là, tu comprends comment attaquer l'usine qui est pas connectée à Internet. Bon là, évidemment, dans un hôpital, tout est interconnecté, donc il n'y a pas la question. Mais pour toucher un automate, je sais pas, dans un équipement qui est pas du tout branché à Internet, il suffit de compromettre le téléphone de l'automaticien. Enfin bon, si une clé USB perdue est mise dans une station de supervision
d'automate qui est connecté à rien, vous n'avez pas pu le repérer puisque c'est pas connecté. Mais c'est rare que les automates soient connectés à rien. Souvent, ces automates sont connectés au réseau parce qu'ils mesurent quelque chose ou ils servent à quelque chose et donc ils envoient des résultats après sur le réseau. Disons que dans les architectures bien faites, le réseau industriel n'était pas connecté à Internet, et j'en connais encore où c'est le cas. Ça m'a fait, attends, le personne qui trouve une clé USB par terre, qui va dans son usine, qui la connecte à un réseau industriel et un automate, je pense que le problème, il est ailleurs que le fait que ce soit connecté au point Internet. Ben, il est dans la tête de la personne, je suis d'accord, mais tu sais, quand tu analyses ce à quoi ont servi les stations de supervision des automates, bah, elles ont aussi servi à regarder des films. Oui, et puis des films en plus, un peu, oui, mais c'est classique, mais c'était comme une autre époque, j'espère. Mais non, en fait, c'est toujours vrai, ça. C'est toujours vrai. Est-ce que c'est pas comme ça qu'on a saboté une usine d'enrichissement d'uranium en Iran avec une clé USB perdue sur un parking? Ah, pas perdu, justement. Oui, pas perdu. Oui, là, c'est plus subtil, hein. Ouais, mais après, la limite, la clé est perdue, mais les gens vont la ramasser et vont l'utiliser. Et ça, faut quand même le rappeler, mais c'est tellement anodin, c'est peut-être rappeler ces éléments-là, cette évidence, parce qu'on est à 18% dans l'étude. Sans compter, on a peut-être eu des gens qui ont juste mis la clé et qui n'ont pas cliqué sur tous les fichiers. Donc le risque est peut-être potentiellement beaucoup plus grand, et surtout, le risque existe toujours aujourd'hui. Dans les vieux pots qu'on fait de la bonne soupe. Hein. Vous avez fait des communications pour rappeler que la sensibilisation sur le fait de ne pas mettre une clé USB n'importe comment, n'importe quoi quand on l'avait trouvée. Vous êtes servi pour faire une communication au sein de l'association. Grâce à cette étude, vous avez fait quoi derrière? Alors pour l'étude, justement, le but, et Didier, tu pourras compléter, c'était de faire un statut aujourd'hui, parce qu'on n'a pas ces chiffres-là. Et c'est pour la communauté CISO, pour les RSSI, de disposer de ces indicateurs pour pouvoir ajuster leur scénario. Et c'est une question aussi qu'on se posait. Didier est membre du conseil d'administration du Clusil. On a fait un jeu sur le nombre de pourcentages qu'il y aurait à la fin. Donc moi, je me suis trompé. Voilà, mais c'est ça, et on a eu des résultats qui étaient très variés, 50%, 5%, bon, on est entre les deux, on est à 20, 18. Mais c'est ça, c'est de disposer des bons chiffres, parce qu'on va faire des scénarios de risque en se disant, ouais, les clés USB, de toute façon, au ressenti, c'est plus du tout utilisé, ça sert à rien de faire des choses où il n'y a pas de risque particulier. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on a prouvé que la curiosité des gens est toujours là, même sur des clés USB, même à l'époque des smartphones et des tablettes, où on se dit, ils vont pas l'utiliser, si, ils l'utilisent toujours. Si on revient au risque des clés USB, t'as quand même pas mal de risques liés aux clés USB, que ce soit déjà le malware qui est présent sur la clé, et là, il faut que tu exécutes. Tu as la clé avec l'autorun qui va s'exécuter tout seul. Tu as aussi tout ce qui se fait passer pour du matériel, donc les fameuses rubber ducky, là, qui se font passer pour un clavier, une souris, du réseau, des choses comme ça. Tu as le pire, c'est USB killer, je crois, où en fait ça prend de la charge, il y a un gros condo et après ça éclate ton ordinateur. Ouais. Tu as aussi celles qui vont exploiter les vulnérabilités sur le protocole USB pour essayer d'exécuter quelque chose. Tu as tout ce qui est accessoire avec un implant dedans. On en parlait justement en antenne avec Hervé qui a un ventilateur USB qui nous permet à nous de le tracer où qu'il soit puisqu'il y a une puce GPS dedans. Mais non. Mais de toute façon, mon ventilateur USB que j'ai obtenu en goodies, et je remercie la société qui me l'a offert, je le branche dans le port USB du TGV pour avoir de l'air. Je prends aucun risque. Mais c'est ça. Après, il y a tellement de techniques. Ça permet de rappeler aux gens, c'est une vraie menace. Et une clé USB, ça ne fait pas que stocker des fichiers, ça peut faire beaucoup d'autres choses. Donc c'est un outil, des indicateurs. Donc on a fait une étude qu'on a partagée aux membres avec un peu plus de détails aussi sur certaines choses pour donner au RSSI, pour leur donner des éléments, des arguments et de dire au Luxembourg, voilà ce qui se passe. Parce que ça marche toujours bien quand on parle de la proximité. On peut trouver des études internationales, américaines, tout ce qu'on veut, il y aura des chiffres, mais bon, voilà. Tant que ça nous frappe pas, tant que ça nous touche pas plus ou moins directement, ça a moins d'impact. Donc là, ça a été fait au Luxembourg pour la communauté plus Luxembourg forcément parce que Clusil, mais c'est utilisable par tout le monde. Très bien. Une conclusion sur ce sujet? Comment on se protège, non? Il faut mettre en place des mesures de sécurité et disposer d'une gestion de crise et sensibiliser ses utilisateurs. Je pense qu'à l'heure où l'information est une richesse, la protéger contre la menace des clés USB reste une priorité.
Merci Didier. Alors, cette initiative a été menée en partenariat avec le Clusil. Cédric, est-ce que tu veux bien nous indiquer quelles sont les particularités de cette association? Donc le CLUSIL est le club de la sécurité de l'information au Luxembourg, a été créé au printemps 1996. Donc pour le printemps 2026, c'est les 30 ans qui vont être fêtés. Je suis le 5e président du CLUSIL depuis 2021. Donc je suis vraiment heureux de pouvoir présider cette association. On a plus de 150 membres issus de 30 organisations différentes. Et on pourrait se dire qu'au Luxembourg, tout est centré sur la finance. Alors c'est vrai qu'il y a dans les membres, on a des représentants et des employés d'institutions financières, mais ce qui est bien, c'est qu'on va beaucoup plus loin. On intègre des PME, il y a des services providers, des sociétés de consulting, il y a le secteur de la santé avec Didier, l'industrie qui est présente, il y a vraiment tous les secteurs qui sont représentés et le but, c'est d'avoir cette communauté un peu à l'image du Clusif en France, à une échelle un peu plus réduite, d'avoir cette communauté de professionnels, de gens intéressés par la cybersécurité et qui échangent entre eux. Donc, nos événements tournent principalement sur des after-work où on invite des régulateurs, des acteurs, des personnes qui ont des choses à raconter, qui permettent d'apporter de nouveaux éclairages, de rappeler certaines choses. Et on fait ça généralement les jeudis soirs et on finit par un cocktail et on échange. Donc ça permet de rassembler les experts sur ces sujets-là. Il y a aussi des projets de plus grande ampleur, comme justement l'étude sur les clés USB. Et actuellement, c'est le cas dans différents pays en Europe et même au-delà. C'est la stratégie nationale en cybersécurité, où le CLUSIL, avec une fédération sœur qui est ICT Luxembourg, c'est de consolider les feedbacks et les retours du secteur privé sur ce qui pourrait être des recommandations ou des idées à alimenter pour la future stratégie nationale en cybersécurité. Et donc, à l'occasion des 30 ans, qu'est-ce que vous allez réaliser? Alors, les 30 ans, sacrée affaire, on va essayer de le fêter bien. On a plusieurs choses. Un événement phare le 12 mai avec la venue de Bruce Schneier. Donc, je pense qu'il y a une partie des auditeurs qui doivent connaître Bruce Schneier, l'autre partie regardera sur Internet. Un peu le gourou de la cryptographie, un acteur majeur qui est là depuis un paquet d'années dans le domaine, et on le fait venir à travers la fédération ICT Luxembourg, et le 12 mai, fin de journée, un grand événement public où on aura le plaisir d'avoir Bruce Schneier faire une keynote et puis un panel. Donc un événement avec un guest speaker qu'on ne voit pas souvent en Europe, et encore moins au Luxembourg. Donc j'invite tous les auditeurs qui peuvent venir. On mettra le lien, je pense, sur la page de No Limit Sécu pour pouvoir s'inscrire et se joindre à l'événement. Et les 3 et 4 juin, au Luxembourg, il y a le GRC Summit. Et justement, le CLUSIL organisera une soirée d'anniversaire le 3 juin au soir. Et c'est quoi le GRC Summit? Une journée et demie de conférences autour de la GRC, de la souveraineté, des problématiques d'IA, post-quantum, etc. C'est gouvernance, risque et compliance, un GRC pour les auditeurs. Oui, pardon, oui. Voilà, une journée et demie de conférence sur le sujet pour voir les enjeux avec les nouvelles technologies, comme je le disais, quantum, IA. Oui, alors pour nos auditeurs, je rappelle que tout ce qui est au Luxembourg est en anglais. Pour le GRC Summit, oui, Bruce Schneier, oui aussi. C'est souvent en anglais. Après, moi je suis très francophone, donc... Ok. Cédric, Didier, est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose? Vous êtes toujours mon émission préférée de tout l'univers. J'avais hésité à plagier ça, mais je vais pas le faire. Je vous remercie tous pour l'opportunité. Le CLUSIL, avec le TGV, c'est pas très loin de Paris et du reste de la France. Donc si vous avez envie de passer, venez, n'hésitez pas. Pour les 30 ans, pour n'importe quelle occasion, c'est intéressant, l'écosystème est dynamique. Votre prochain projet, aussi trollesque que de larguer 240 clés USB dans Luxembourg, c'est quoi votre prochain projet dans le même genre? Toi, tu m'avais parlé d'un truc, Didier. Ouais, on peut pas en parler encore. Voilà, on en reparlera plus tard. Mais c'est une sacrée aventure et je remercie tous les membres qui l'ont fait, en particulier Mathieu et Lynn, qui ont aidé à déployer le projet. Parce que là, on parle de lâcher les clés, mais il fallait aussi copier le contenu sur les 250 clés, mettre un sticker avec chaque clé avait son numéro. Il y avait du boulot. Monter les stats. Ouais. Bon, eh bien, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation et au plaisir donc de vous retrouver pour une prochaine surprise. Avec grand plaisir, merci beaucoup.
Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.